Alors, nous abordons sans plus tarder le premier point de notre programme. C'est une émission panoramique que j'ai annoncée. Génération et Peuple solidaire éclaire la nation ivoirienne. Et je propose donc une analyse du communiqué numéro 5 du mardi 23 juillet 2024. C'était le mardi 23 juillet 2024, délivré par Génération et Peuple solidaire. Alors, la méthode que j'adopte dans cette partie, c'est que je donne la parole à la camarade qui lit le communiqué, qui est sorti maintenant il y a 2 jours, et je commente toujours après qu'un point ait été lu, de telle façon que tous ensemble, nous suivions le même message. Donc, Génération GKS TV, on retrouve ce communiqué sur la GKS TV. Je vais là-dessus. Voilà, déclaration numéro 5 de Génération et Peuple solidaire relative à la vie. I just built the most amazing workflow on Voilà. money.com. You build your own workflow? Why? There are a bunch of amazing... Voilà. Déclaration numéro 005 de Génération et Peuple solidaire, en abrégé GPS, relative à la vie de la nation. À l'occasion de sa réunion du samedi 20 juillet 2024, le cadre restreint de Génération et Peuple solidaire, en abrégé GPS, s'est intéressé à plusieurs sujets marquants de l'actualité sociopolitique internationale et nationale. Écoutez. De la paix dans le monde, le président américain Joe Biden, sous la pression des sénateurs et députés démocrates, a dû renoncer à sa candidature pour l'élection présidentielle de novembre 2024 aux États-Unis dans une annonce faite ce dimanche 21 juillet 2024. À 81 ans, en se retirant de la course à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden donne une leçon aux nombreux chefs d'État qui, malgré le poids des ans, continuent désespérément de s'accrocher au pouvoir. À ce stade, il est impossible de prédire qui remportera l'élection entre les républicains et le nouveau candidat que les démocrates choisiront pour remplacer Joe Biden. Cependant, il est certain que les démocrates ont soutenu la continuation de la guerre russo-ukrainienne et soutenu Israël dans son conflit avec la Palestine. En revanche, Donald Trump, candidat républicain, a affirmé qu'une fois élu, il mettrait fin au conflit russo-ukrainien et apporterait la paix dans le monde. GPS, sans s'ingérer dans les affaires intérieures des pays souverains, exhorte les citoyens du monde et leurs dirigeants à œuvrer pour la paix, seule condition pour un développement durable et global. De l'expulsion. Le premier sujet abordé par notre mouvement, Génération et Peuple solidaire, porte sur l'événement majeur du retrait de la course à l'élection présidentielle aux États-Unis du président en exercice actuel des États-Unis, Joseph Biden. À 81 ans, il a jugé que ses forces physiques et psychologiques, que ses capacités intellectuelles étaient amoindries et qu'il ne pouvait plus pleinement assurer la présidence des États-Unis et que par conséquent, il ne valait pas la peine qu'il se projette pour un deuxième mandat à la tête de l'État américain. Génération et Peuple solidaire a apprécié cet événement à 2 niveaux. Premier niveau, le constat des raisons pour lesquelles Joe Biden se retire. Ce constat inspire à notre mouvement ivoirien une analogie. Biden a 81 ans. Biya, dont je viens de parler, il a combien? Il a 92 ans pratiquement. Ouattara Draman, qui prétend avoir 82, 83 ans officiellement et qui en a probablement plus de 85. Tous ces individus sont dans un état physique encore plus délabré que Joe Biden. Biden marche droit debout. Ouattara ne marche pas debout, ni Biya. Il ne marche pas droit debout. Biden n'a exercé qu'un seul mandat. Ouattara veut faire un 4e. Paul Biya, lui, il veut faire même un 6e, un 8e, un 9e, un 10e. Il veut mourir président. Donc, GPS observe que nous avons des dirigeants objectivement plus vieux que Biden et qui devraient prendre leur retraite et permettre à des dirigeants en capacité physique, mentale, intellectuelle, morale et spirituelle même
les laisser servir le peuple. Oh, pauvre Afrique! Un continent dans lequel plusieurs vieillards qui devraient se consacrer à la rédaction de leurs mémoires, qui devraient se consacrer à donner des conseils à leurs petits-enfants, qui devraient se consacrer à être à la limite des sages à la disposition de la nation, s'accrochent toujours au pouvoir. Pauvre Afrique, continent le plus jeune de la Terre, mais où des vieillards persistent à penser qu'ils sont des êtres indispensables, alors même qu'ils n'ont plus l'énergie pour propulser leur pays vers la prospérité de toutes les générations. GPS condamne cela. Mais il y a une deuxième perspective de Génération et Peuple solidaire sur la démission de Joe Biden de la candidature. Cette deuxième perspective, c'est celle de constater que, écoutez, les démocrates au pouvoir aux États-Unis avec Joe Biden se sont illustrés ces dernières années, et même depuis plusieurs années, comme étant une force politique belliciste. Une force politique qui a mené une quantité de guerres innommables. Les républicains en ont également fait. Mais les démocrates abusent de l'usage de la force et de la violence dans les relations internationales. N'oublions pas que l'Afrique et le Sahel déstabilisés aujourd'hui le sont par la faute d'un président démocrate, Barack Hussein Obama. C'est un président démocrate qui a détruit l'Afrique. Un président du Parti démocrate américain, Barack Hussein Obama. Qui plus est, un président dont le père est un Kenyan. Un président donc africain d'origine par son père. C'est lui qui, à la tête de la coalition de l'OTAN, a bombardé la Libye pendant 6 mois, a tué Kadhafi, et les emails de sa secrétaire d'État Hillary Clinton ont permis de savoir pourquoi ils ont tué Kadhafi. Détruit la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. Ils ont tué Kadhafi et détruit la Libye pour empêcher que l'Afrique, à travers Kadhafi, ne se dote d'une monnaie qui mettrait fin à l'hégémonie du dollar, de l'euro et du franc CFA. Ce sont les emails de Mme Hillary Clinton, révélés par le scandale Wikileaks, qui ont permis de le savoir. Donc, les mêmes démocrates américains sont accusés expressément par le président Donald Trump, ancien président des États-Unis, et candidat à l'élection présidentielle américaine de novembre 2024. Ils sont accusés, Obama et Hillary Clinton, d'avoir créé l'organisation terroriste, l'État islamique. Nous avons la vidéo où Donald Trump, sur la base des informations à sa disposition, dit que c'est Barack Obama qui a créé l'organisation de l'État islamique avec Hillary Clinton et les services secrets israéliens. Oui, j'ai la vidéo. On m'appelle le docteur des preuves. Vous savez que j'ai la vidéo. Pour ceux qui comprennent l'anglais, écoutons peut-être un peu la vidéo, parce que les gens aiment entendre. J'avais republié cette vidéo-là. Je vais vous la remontrer, parce que... So what is ClickUp? ClickUp is... Je vais vous remontrer la vidéo. Hein, Trump accuse Obama d'avoir créé l'État islamique. La vidéo est là. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour Écoutez. tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé les propos de Trump tout en pointant du doigt l'inexpérience du candidat républicain sur les questions internationales. Alors, c'est très marrant. Hein? Pourquoi il dénonce les propos de Trump? Il faut lui porter plainte. Il faut lui porter plainte pour diffamation. C'est très grave. Et puis, Trump n'était plus président. Pourquoi vous ne lui portez pas plainte pour diffamation? Vous dénoncez. C'est très grave. On dit que vous avez créé une organisation terroriste. Celui qui le dit
c'est un président. Quelqu'un qui a été président des États-Unis. Il dit, et il n'a jamais retiré, que Obama et Clinton ont créé l'État islamique. Il a dit ça et puis il est assis. Ah non, vous dénoncez ce qu'il a dit. Qu'est-ce que ça veut dire dénoncer? C'est très grave. L'État islamique est coupable de la vie, de la mort de centaines de milliers de personnes. Ok. Donc, en fait, je voulais faire ce rappel pour que vous vous rendiez compte que le mouvement Génération et Peuple Solidaire sait parfaitement, que, en fait, il y a une différence d'approche. Il y a une différence d'approche entre... les démocrates et les républicains en matière de politique internationale. Et cette différence d'approche nous amène à souligner donc ceci au niveau du mouvement Génération et Peuple Solidaire. Donald Trump est candidat à l'élection. Maintenant, il fait face à Mme Kamala Harris, qui a pris la relève de Joe Biden. Mais nous voyons au niveau de GPS que Donald Trump dit que dès qu'il prendra le pouvoir, il va proposer la paix. C'est-à-dire qu'il va retirer l'aide financière à la guerre. Il dit que dès qu'il prendra le pouvoir, il va discuter avec Poutine et Zelensky pour mettre fin à la guerre. Il dit que dès que lui récupère le pouvoir, il va proposer la paix au Moyen-Orient pour que le massacre colonial du peuple israélien, du peuple palestinien par l'armée israélienne s'arrête. Mais Génération et Peuple Solidaire, sans se mêler des problèmes de ces pays respectifs, eh bien, souligne que notre position consiste à soutenir la paix. Oui, toutes les initiatives qui peuvent conduire à la paix sont les bienvenues pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière le conflit entre la Russie et l'Ukraine se cache le risque d'une guerre nucléaire entre la Russie et l'OTAN. Parce que l'Ukraine n'est rien d'autre qu'un moyen pour l'OTAN eh bien, de fragiliser la Russie. Or, s'il y a une guerre nucléaire entre la Russie et l'OTAN, mais c'est toute la planète qui est menacée. Et nous autres, Africains, partout dans le monde, eh bien, verrons nos vies mises à prix à l'issue d'un conflit entre les deux puissances telluriques. D'accord? C'est précisément parce que le risque d'une guerre nucléaire qui emporterait toute l'humanité nous concerne en tant qu'Africains que nous choisissons de soutenir le camp de la paix contre le camp de la guerre. Nous choisissons de soutenir le camp de la négociation et du consensus contre le camp, eh bien, du pire, de la montée de la surenchère permanente. Parce que derrière le risque de guerre entre l'OTAN et la Russie, se réside le risque que les Africains que nous sommes soient balayés de la terre comme victimes collatérales de la guerre nucléaire. Est-ce que vous comprenez? Voilà la position telle que Génération et Peuple Solidaire veut vraiment la faire comprendre. Je reprends la déclaration pour le point 2 de la déclaration. On continue au point 2. Un instant. De l'expulsion de ressortissants burkinabés de la Côte d'Ivoire. Selon des informations fournies par les autorités burkinabées, 164 personnes sur un groupe de 173 arrivés le samedi 13 juillet à Ouangolodougou, ville du nord de la Côte d'Ivoire, ont été refoulées 3 jours plus tard et reconduites dans leur pays. Aucune raison officielle n'a été invoquée pour le moment. Après l'expulsion de citoyens maliens de la Côte d'Ivoire en février 2024, l'on a assisté cette semaine à l'expulsion de citoyens burkinabés le 16 juillet 2024, sans qu'aucune raison officielle n'ait été donnée. De telles mesures, sans explication préalable, peuvent être sujettes à conjecture, d'autant plus que les autres voisins de la Côte d'Ivoire, notamment la Guinée, le Ghana et le Libéria, n'enregistrent pas l'expulsion de leurs citoyens. Cela pourrait suggérer que le récent retrait du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO est une cause probable de ces expulsions. GPS demande au gouvernement ivoirien d'adopter une attitude de transparence et de renouer par tous les moyens
le dialogue avec les États de la Confédération du Sahel et enfin de faire la paix avec ses voisins. De la situation. Ça, c'est le deuxième point qui est très intéressant. Nous avons observé ces dernières semaines 2 séries d'expulsions de ressortissants de la sous-région ouest africaine de Côte d'Ivoire. La première expulsion massive, à l'occasion des déguerpissements d'Abidjan, a été une expulsion de centaines de citoyens maliens qui ont été renvoyés au Mali. Et on a assisté la semaine passée à une deuxième expulsion en masse de près de 200 Burkinabés, notamment donc des femmes et des enfants, qui ont été renvoyés en Côte d'Ivoire renvoyés au Burkina Faso par les autorités ivoiriennes. Alors, GPS se pose la question de savoir pourquoi sont essentiellement des Maliens et des Burkinabés qui sont expulsés de Côte d'Ivoire. D'autant plus que la Côte d'Ivoire a comme pays limitrophe le Libéria à l'ouest, la Guinée, Conakry au nord-ouest, à l'est de la Côte d'Ivoire, on trouve le Ghana. Au nord-est de la Côte d'Ivoire, on trouve le Burkina Faso. Et dans l'axe plein nord, on trouve le Mali. Qu'est-ce qui peut expliquer que les autorités ivoiriennes s'acharnent à expulser essentiellement des Maliens et des Burkinabés, mais qu'il n'y ait pas de Libériens, il n'y ait pas de Ghanéens, il n'y ait pas de Guinéens expulsés? Qu'est-ce qui explique la concentration des expulsions sur les populations maliennes et sur les populations burkinabées? C'est la question que Génération et Peuple Solidaire pose au régime d'Alassane Dramane Ouattara. S'il y a des personnes qui résident en Côte d'Ivoire sans papier, sont-ce uniquement des personnes d'origine burkinabé? Sont-ce uniquement des personnes d'origine malienne? N'y a-t-il pas des personnes d'origine libérienne qui sont sans papier en Côte d'Ivoire? Des personnes d'origine ghanéenne qui sont sans papier en Côte d'Ivoire? N'y a-t-il pas de personnes d'origine guinéenne de Conakry qui soient en Côte d'Ivoire et qui soient sans papier? Qu'est-ce qui peut expliquer que le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara se focalise essentiellement sur les Maliens et les Burkinabés? Génération et Peuple Solidaire constate que les Maliens et les Burkinabés ont la particularité d'être ressortissants de 2 pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Alors, la question qui est posée, c'est de savoir, est-ce parce qu'ils sont ressortissants de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel qu'ils sont désormais la cible d'expulsion ciblée? Au moment où les statistiques internationales prouvent que la Côte d'Ivoire est, en Afrique de l'Ouest, le premier pays, zone de départ des migrants sauvages vers le Sahara, vers la mer Méditerranée et même vers l'Amérique du Nord. Au moment où, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est pratiquement le premier pays africain en taux de suicide des jeunes. Alassane Ouattara veut-il dire qu'au Mali, au Burkina, au Sénégal, en Tunisie, au Maroc, en Libye, en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud, il n'y a pas d'Ivoiriens en difficulté? En France, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, il n'y a pas d'Ivoiriens en difficulté? Il n'y en a pas en train de crever? Il n'y a pas d'Ivoiriens dans le désert du Niger? Il n'y a pas d'Ivoiriens dans le désert du Mali en train de marcher? Il n'y a pas d'Ivoiriens en train de crever en Libye, en Tunisie, en Algérie, à la recherche de la porte de la mer Méditerranée? Alassane Ouattara veut-il se moquer de la misère ivoirienne en donnant l'impression qu'il veut se débarrasser de la misère burkinabé et de la misère malienne en Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara est-il certain d'avoir résorbé la misère ivoirienne en Côte d'Ivoire et dans le monde? Il n'y a pas d'Ivoiriens en situation misérable partout. Donc, Génération et Peuple Solidaire s'insurge ici contre la discrimination manifeste et le chantage
politique qu'Alassane Ouattara met en place. Il menace en fait le régime du Burkina Faso en prétendant qu'il serait prêt à expulser des Burkinabés et expulser des Maliens par centaines de milliers, voire par millions, vers leurs pays respectifs. Il menace ainsi d'une invasion qui, croit-il, ferait tomber les régimes Traoré et Goïta. Alassane Draman Ouattara utilise donc littéralement des êtres humains comme de la chair à canon pour la manipulation politique. La vérité est que les Maliens, les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur savent très bien que le gouvernement qui est à leur tête depuis l'avènement du président Assimi Goïta est au service du peuple. Que c'est un gouvernement qui se bat pour rendre la paix et la sécurité au Mali. Les Burkinabés savent que le président Ibrahim Traoré aime son peuple et travaille pour son peuple. Et Alassane Ouattara se trompe s'il pense que c'est en expulsant des Burkinabés qu'il rendra Ibrahim Traoré impopulaire. Au contraire, ce chantage à l'expulsion va renforcer l'adversité. Ce chantage à l'expulsion va renforcer la mobilisation des forces panafricanistes révolutionnaires du sous-continent africain contre les régimes de Ouattara Draman. Il va obtenir exactement le contraire de ce qu'il cherche. Alassane Ouattara devrait aussi se souvenir d'une chose. Il est arrivé au pouvoir grâce à la bienveillance des régimes du Burkina Faso, du président Compaoré, des régimes du Mali. Une fois discutant avec le premier ministre actuel du Mali, le docteur Choguel Kokala Maïga, celui-ci me rappela le rôle qu'il a joué pour aider Alassane Ouattara à reconquérir les télécommunications de Côte d'Ivoire lors du duel avec le régime du président Laurent Gbagbo. Le rôle que le Mali a joué pour l'aider à cette époque et que le Mali regrette d'avoir joué. Alassane Ouattara oublie que la sous-région a été sa base arrière, que sa lutte contre la discrimination ivoiritaire lui a valu le soutien presque unanime des autres pays ouest-africains. Ouattara s'amuse à cracher dans la main de ceux qui l'ont hébergé, de ceux qui l'ont soutenu, de ceux qui l'ont nourri et blanchi, de ceux qui lui ont même donné des fétiches pour se protéger. Car en fait, c'est dans ce Burkina-là, c'est dans ce Mali-là, que Alassane Draman Ouattara venait chercher les Douaou. Et ce ne sont ni Kandia Kamisoko Kamara, grande missionnaire pour les recherches de fétiches, ni Ténébé Ibrahima Ouattara dit la fiole qui viendront me contredire. Alassane Ouattara les envoyait partout dans la sous-région et écumait les plus grands marabouts, les plus grands guérisseurs, les plus grands thaumaturges et sollicitait leurs fétiches, leurs douaou et leurs recommandations sacrificielles. Il ne faut pas qu'il oublie tout cela parce que, comme le disent les Britanniques, karma is a bitch. Le karma est une prostituée. Il ne fait de cadeau à personne. Il ne te donne que ce que tu mérites. C'est clair. Bon. La suite. Troisième sujet. Alarmante du niveau des recettes fiscales 2024. À l'occasion de son séminaire bilan des premiers et second trimestres 2024, qui s'est tenu le 17 juillet 2024, la Direction générale des impôts a révélé que sur un objectif de recette de 1314,7 milliards de francs CFA pour le deuxième trimestre de l'année 2024, elle a recouvré 1235,7 milliards de francs CFA, soit un écart négatif de 78,9 milliards de francs CFA. Ce chiffre, représentant un taux de réalisation de 94%, est cependant en hausse de 113,2 milliards de francs CFA, soit une progression de 10,1% par rapport au deuxième trimestre 2023. Le cadre restreint estime cependant que, malgré les efforts continus de cette administration pour doter l'État de ressources financières, le résultat de sa mobilisation reste très en deçà du potentiel économique de la Côte d'Ivoire. GPS reste très préoccupé par cette situation, estimant qu'une bonne mobilisation des ressources intérieures est la seule alternative à la politique d'endettement à outrance du gouvernement actuel pour financer le développement du pays. En effet, la pression fiscale en Côte d'Ivoire reste encore faible, se situant autour de 14% du PIB, alors que la norme communautaire de l'UEMOA
est de 20% du PIB. Pour combler cet écart, une panoplie de mesures s'impose. GPS interpelle instamment le gouvernement sur deux d'entre elles. Une gestion plus vertueuse des dépenses fiscales. En 2022, les dépenses fiscales concernant la TVA et les droits de douane se sont élevées respectivement à 257,8 milliards et 58,6 milliards de francs CFA. D'autres types d'impôts sont concernés par ces petits cadeaux octroyés par l'État à certains de ses citoyens privilégiés. Il est certes vrai que les dépenses fiscales peuvent être des mesures administratives visant à promouvoir certains pans de l'économie ivoirienne. Cependant, ce que l'on observe avec le gouvernement actuel, c'est que les dépenses fiscales deviennent de petits arrangements entre partenaires politiques ou d'affaires au détriment des véritables bénéficiaires. Un règlement de la dette intérieure. Pour GPS, la corrélation entre le règlement des factures des opérateurs économiques par l'État et le respect de leurs obligations fiscales est évidente. Or, il est remarquable que depuis l'avènement au pouvoir du RDR recoloré en RHDP pour fuir un examen de conscience politique, la situation de nombreux opérateurs économiques se détériore à cause du non-règlement de la dette fournisseur intérieure. Plusieurs responsables de PME, PMI ont fait faillite parce que l'État ne fait pas du règlement de leurs dettes une priorité. Plus l'on assiste à des fermetures d'entreprises, moins de ressources fiscales entrent dans les caisses de l'État. L'ampleur de la situation est révélée par la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Cette administration, faisant le point de sa trésorerie future, annonçait qu'elle prévoyait un règlement de 7 000 milliards de dettes intérieures entre 2024 et 2026. Il faut noter que la corruption endémique du gouvernement aggrave la morosité de notre économie et la dégradation des conditions de vie des Ivoiriens. La preuve en est que, alors que le gouvernement se vante de ses succès économiques, la réalité démontre le contraire. Les nombreux cas de suicide d'Ivoiriens et les épidémies constatées de dengue et de paludisme montrent que la Côte d'Ivoire n'est pas le paradis sur terre que la propagande a voulu nous vendre. Vrai. GPS invite donc le gouvernement à faire du règlement de la dette intérieure une priorité de premier ordre. GPS... Alors, c'est un point extrêmement important sur la situation économique en Côte d'Ivoire. Il y a un trou de près de 80 milliards de francs CFA de recettes fiscales qui n'ont pas été encaissées par l'État. Le mouvement Génération et Peuple Solidaire se demande pourquoi il y a toujours autant d'argent qui reste dehors. La deuxième remarque, c'est qu'est-ce qui peut expliquer que le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara donne 250 milliards de réductions fiscales à un certain nombre d'entreprises. Et bien souvent, pas des entreprises véritablement nationales, pas des entreprises qui sont vraiment dans le besoin, mais des entreprises qui, par ailleurs, font des bénéfices faramineux. Troisièmement, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on prétende que l'économie ivoirienne va bien, alors que 7 000 milliards de francs CFA de dette intérieure ne sont pas payés? 3 chiffres. 1. 80 milliards de CFA de recettes manquent à l'appel. Donc, il y a des gens qui n'ont pas payé leurs impôts. Pourquoi ces gens-là ne sont pas identifiés et pourquoi ne sont-ils pas contraints à payer? Pourquoi Alassane Ouattara ferme-t-il les yeux sur ceux qui ne payent pas leurs impôts? Il y a 80 milliards qui manquent dans la caisse. De deux, de quel droit M. Ouattara fait-il 250 milliards de CFA de dépenses fiscales, c'est-à-dire de réduction d'impôts, pour des entreprises qui sont bénéficiaires, qui sont excédentaires en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire des gens qui font déjà du profit. Des gens qui font déjà du profit. C'est à eux qu'on donne encore des réductions fiscales. Alors qu'entre-temps, les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries de Côte d'Ivoire se meurent et disparaissent les unes après les autres. Est-ce que c'est normal? Par ailleurs, on constate que, alors qu'Alassane Ouattara fait 250 milliards de CFA de cadeaux fiscaux à ses amis, des multinationales étrangères présentes en Côte d'Ivoire, il fait traîner le paiement de 7 000 milliards de francs CFA de dettes que l'État a envers des entrepreneurs, des entreprises, des établissements ivoiriens. Autrement dit,
Toute l'organisation et la politique fiscale d'Alassane Dramane Ouattara est faite pour faire sortir l'argent de la Côte d'Ivoire, aller dans les caisses des multinationales qui détiennent 80% de l'économie nationale, faire des cadeaux fiscaux aux entreprises de ses amis et de sa famille avec l'argent public à travers les réductions fiscales et continuer de s'asseoir sur l'argent des petites entreprises, des moyennes entreprises, l'argent des établissements, des entrepreneurs ivoiriens qui n'attendent que d'être payés pour le travail qu'ils ont pourtant déjà effectué. Voilà la politique fiscale discriminatoire qu'Alassane Ouattara mène en Côte d'Ivoire et que dénonce le mouvement Génération et Peuple Solidaire. Le mouvement Génération et Peuple Solidaire lève le couvercle sur la cocotte bouillante et nous montre la réalité de la Côte d'Ivoire, un pays où l'argent travaille mais pas les gens. La masse de la jeunesse est abandonnée à l'économie informelle avec un taux de chômage de 70 à 90%. Le taux de suicide dans le pays est en hausse croissante. De jeunes Ivoiriens sont de plus en plus nombreux à se donner la mort, faute d'avenir. La Côte d'Ivoire demeure la place tournante numéro 1 en Afrique francophone de l'Ouest du trafic de drogue. La Côte d'Ivoire est la plaque tournante numéro 1 des départs de migrants vers le Sahel, le Sahara, la mer Méditerranée et la route américaine. Derrière la façade, derrière le tombeau blanchi qu'un certain nombre de grands chantiers d'Abidjan et son agglomération constituent, se cache l'effroyable misère quotidienne de millions d'Ivoiriens méprisés comme les déguerpis d'Adjamé, comme les ébriés spoliés par Ouattara Dramane. En plein jour, avec les maisons de leurs parents cassées par Ouattara Dramane, qui revend les terres foncières ivoiriennes à ses amis des multinationales et aux rétrocommissions de sa famille. Oui, Génération et Peuple Solidaire révèle une Côte d'Ivoire à l'agonie financière. Une Côte d'Ivoire en difficulté. Rien à voir avec les clichés de la bourgeoisie abidjanaise, engouffrée dans le favoritisme, le clientélisme, le népotisme, le matuvuisme, le profito-situationnisme typique des bourgeoisies compradors. La réalité de l'écrasante majorité des Ivoiriennes et des Ivoiriens n'est point reluisante. C'est ce que dit Génération et Peuple Solidaire. Pour les paysans, pour les ouvriers, pour les jeunes, pour les ménagères, pour les travailleurs du secteur public, la vie est dure. La vie est difficile en Côte d'Ivoire. Et Alassane Dramane Ouattara, en réalité, se cache derrière des effets de miroir. Il se cache derrière ces soi-disant grands chantiers qui ne sont que de vastes machines à rétrocommission, par ailleurs. La suite. Exige du gouvernement ivoirien que les questions de santé et de cherté de la vie soient traitées avec diligence pour soulager les plus défavorisés de la société. Des échanges téléphoniques entre le président Ouattara et le premier ministre Guillaume Soro. Une certaine recrudescence s'observe dans la narration du contenu des échanges téléphoniques qui ont eu lieu entre le président Ouattara et le premier ministre Soro au mois de mars 2024 par une presse subornée. L'objectif étant de présenter le premier ministre Soro comme un air désespéré en quête éperdument de la pitié du président Ouattara. L'intention manifeste est de l'humilier sur la place publique, espérant ainsi le livrer à la moquerie de la cohue. Et pourtant, les faits sont plus profonds que cela. Nous l'allons démontrer tout à l'heure. Monsieur Guillaume Soro, qui a une éminente idée et une haute appréciation des responsabilités étatiques qu'il a assumées à un assez jeune âge, s'est toujours efforcé d'agir en conséquence. Contrairement à ce qu'on peut penser, M. Soro se postant à la hauteur de ce que l'on peut espérer d'un homme d'État et en dépit des différends graves avec le président Ouattara, s'est imposé d'appeler au téléphone celui-ci au nom de l'intérêt supérieur de la paix et de la réconciliation nationale. Aussi, quand en juillet 2020 survint le décès tragique du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, imaginant sa grande douleur et sa tristesse, M. Soro se fit le devoir d'appeler le président Ouattara pour lui présenter ses condoléances.
en vain. Il dut se résoudre à les transmettre par le canal de l'actuel ministre des Sports, M. Amadou Kone, neveu du défunt. Cette démarche insistante et sincère n'aurait-elle pas dû être l'amorce d'une décrispation? Un an plus tard, en 2021, à la mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko, une fois encore, M. Soro tenta de joindre le président Ouattara pour lui présenter ses condoléances. Ces tentatives furent toutes éconduites. Que l'on comprenne bien l'objet des initiatives de M. Soro. Certes, l'on peut être opposé politiquement ou même adversaire irréductible, sans que cela fasse de nous des ennemis mortels. Du moins, c'est cela notre compréhension de la compétition politique. M. Soro a fortement regretté que le président Ouattara ait refusé tout contact dans de telles circonstances douloureuses pour la nation. M. Soro, enraciné dans la tradition africaine, fait remarquer que dans bien des us et coutumes africaines, toute querelle, aussi forte soit-elle, s'efface devant la mort. La douleur autour d'un décès, d'une perte commune, prévaut sur le conflit et haute inimitié, au moins le temps des obsèques. Mieux, là, accordons le pardon et sur nous la vraie réconciliation autour de la dépouille mortelle. Telles sont la sincérité et la vérité matérielle des faits. Il y a bien là une cohérence et une constance dans la démarche réganienne et républicaine de M. Soro. C'est dans cette même logique de cohérence que quand advint la libération des prisonniers politiques de février 2024, M. Soro prit l'initiative d'appeler le président Ouattara pour deux raisons. La première pour lui dire sa satisfaction et ses remerciements pour l'élargissement de ses compagnons emprisonnés. La deuxième pour lui demander l'apaisement et lui réitérer ses mots d'excuse qu'il avait déjà publiquement exprimés au mois de septembre 2018. Les échanges avaient été cordiaux, empreints de chaleur et laissaient augurer un vrai début de décrispation. Quelle ne fut donc la déception de constater que 3 jours après cet échange téléphonique apprécié et avant que M. Soro n'ait eu le temps d'informer ses collaborateurs que la presse en faisait déjà ses choux gras. Elle révélait en partie un contenu détaillé, mais quelque peu biaisé de la conversation intervenue entre ces deux hommes d'État. Depuis lors, des journalistes se font les exégètes d'une conversation téléphonique qui a strictement eu lieu entre les deux personnalités et à laquelle ils n'étaient pas conviés. Vous conviendrez que la préoccupation réside dans le fait que l'on ne puisse avoir un échange téléphonique avec une autorité d'une aussi grande importance et en préserver la confidentialité. De deux choses l'une, soit les téléphones étaient piratés par toujours la même presse, soit les informations ont été intentionnellement divulguées aux journalistes bien choisis. Dans les deux cas de figure, cela s'est avéré préjudiciable à la poursuite d'échanges sérieux, avant qu'il est tout de même embarrassant et inconfortable, alors qu'on a parlé avec la plus haute autorité de son pays, de voir son propre tronqué et être la risée de la presse et de certains partisans. M. Soro peut assurer qu'il a eu de nombreux échanges téléphoniques avec de nombreux chefs d'État jusqu'à présent en exercice sans que cela n'atterrisse dans les magnétophones de journalistes. En tout état de cause, la volonté du Premier ministre Soro de servir la Côte d'Ivoire demeure intacte. Aussi, est-il disposé à continuer les échanges avec le président Ouattara dans un esprit de respect mutuel et sur des téléphones sécurisés à l'abri des manipulations médiatiques. GPS encourage les deux hommes d'État à maintenir le dialogue, comme l'a toujours prêché feu le président Félix Houphouët-Boigny. Du harcèlement. Alors, c'est un point extrêmement important. Au mois de février 2024, le président Guillaume Soro nous a fait état du renouement des échanges téléphoniques avec le président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara. Mais depuis que ces échanges téléphoniques ont commencé, le mouvement Génération Peuple Solidaire se désole de constater que tout ce que le président Guillaume Soro et le président Alassane Dramane Ouattara se disent se retrouve dans la presse proche d'Alassane Dramane Ouattara, en plus
avec des manipulations du contenu de la conversation, des contorsions, des aberrations qui sont présentées comme étant le contenu de la conversation. Donc, alors que plusieurs intermédiaires ont voulu que les deux hommes d'État se parlent, lorsque le président Guillaume Soro décide de donner suite à ces médiateurs et qu'il accepte d'échanger avec le président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara organise en réalité des fuites du contenu de sa conversation avec le président Guillaume Soro vers des journaux qui lui sont proches. Par exemple, vous savez très bien que Jeune Afrique, c'est la presse de Ouattara Dramane. Marwan Ben Yamed, qui a été, nous dit-on, naturalisé ivoirien Urbi et Torbi il y a très peu de temps, Marwan Ben Yamed est un obligé d'Alassane Dramane Ouattara. Donc tout le monde sait que ce qui sort dans Jeune Afrique, à propos de ce que Alassane Ouattara peut avoir dit, c'est ce qu'Alassane Ouattara lui-même estampille et autorise. N'est-ce pas indigne d'un chef d'État? N'est-ce pas indigne d'un dirigeant, de quelqu'un qui se veut président d'une république, même par usurpation, de ne pas être capable de préserver la confidentialité de ces échanges? N'est-ce pas une indignité totale? Génération Un Peuple Solidaire, souligne l'incongruité qu'il y a de constater que, alors que le président Guillaume Soro, qui est un homme d'État de très longue date, a déjà eu des conversations avec plusieurs chefs d'État dans ce monde, plusieurs chefs d'État africains, sans qu'une seule seconde de ces conversations ne se retrouve entre les mains de la presse proche de ces chefs d'État, avec Alassane Ouattara, ce qui s'observe ces derniers temps, c'est que tout ce qui peut se dire avec lui, d'une manière ou d'une autre, il le fait ressortir de l'autre côté, auprès des journaux qui lui sont proches. Cela est l'indication d'un homme qui, finalement, n'a pas acquis une véritable statut, une véritable culture d'homme d'État. Génération Un Peuple Solidaire souligne donc que le mouvement, parce qu'il a le devoir de participer au pardon à la réconciliation de la Côte d'Ivoire, continuera, à travers son leader, d'être disponible pour le dialogue, un dialogue constructif et positif. Mais le mouvement exige que les conversations soient confidentielles, qu'elles soient protégées, que cela soit respecté. Ne serait-ce que ce principe que les conversations entre les plus hautes autorités, des partis politiques ou même des États, méritent un minimum de confidentialité. Ce qu'il y a de pire dedans, c'est que les gens de Alassane Dramane Ouattara en profitent pour modifier le contenu de la conversation, inventer des thèmes et des sous-thèmes qui n'ont jamais été évoqués et prêter au président Guillaume Soro des propos qu'il n'a jamais tenus. Cela augmente non seulement à l'indignité, ce qu'on peut appeler donc l'insincérité, la malignité, la perfidie et la mauvaise foi chronique. Bon, de toutes les façons, nous, à Génération Un Peuple Solidaire et globalement en Afrique, ne sommes pas surpris. M. Ouattara a un rapport d'éloignement très profond à la vérité. C'est un menteur, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo. Nous ne sommes donc pas étonnés que la moindre conversation avec lui soit l'occasion pour lui de faire prospérer son art majeur, l'art du mensonge. Pauvre Côte d'Ivoire. Se voir infliger depuis 14 ans la direction d'un homme qui ne sait pas tenir sa langue, d'un homme qui ne sait pas protéger les conversations qu'il a avec ses pairs, les conversations qu'il a au plus haut niveau, d'un homme qui est capable de livrer aux journalistes le contenu d'un entretien présidentiel. C'est grave et c'est honteux. Nous ne pouvons que nous en désoler et dire que pour notre mouvement, c'est l'obligation de patience pour servir un jour qualitativement la Côte d'Ivoire qui fait que le téléphone reste ouvert, mais désormais, comme l'a exigé le mouvement Génération et Peuple Solidaire, dans un cadre encore plus sécurisé. Dernier point de cette déclaration. Le judiciaire du vice-président de GPS, M. Souleymane Kamara Tekone, dit Soul to Soul. Le 16 juillet dernier, M. Souleymane Kamara Tekone, vice-président de GPS, comparaissait pour la 3e fois depuis sa libération en février 2024 dans l'affaire de la résidence d'Abidjan Makori de Guillaume Soro, saisi en représailles politiques. L'audience a été renvoyée au 22 octobre 2024 après les vacances judiciaires. Ces reports incessants visent à le maintenir en laisse et à freiner la mobilisation des membres du mouvement, faisant de ce dernier un otage politique. GPS rappelle que l'acquisition de la résidence de M. Soro, mise en œuvre en 2016 sous le gouvernement d'alors, était légale et transparente. Les ministres des Finances, Charles Dibi Kofi, et du Logement, Marcel Amontano, ont piloté cette opération en toute transparence et conformément aux instructions du gouvernement dans la plus grande clarté.
Les traces de cette acquisition se trouvent d'ailleurs dans les livres comptables de l'État. Il ne s'agit donc aucunement d'un détournement comme le pouvoir en place a tenté de le faire croire. Il faut par ailleurs révéler que le président Ouattara a bénéficié du même traitement financier d'un montant équivalent pour réhabiliter sa résidence de Cocody en guise de compensation. Ceci est un fait. GPS exprime sa compassion à l'égard de M. Koné et de sa famille pour la torture morale infligée par ces convocations judiciaires multiples. GPS questionne la sincérité de la grâce présidentielle accordée alors que la justice continue de harceler un cadre pour ses opinions politiques. Il est impératif que le gouvernement respecte les droits fondamentaux des citoyens et ne transforme pas la justice en outil de combat politique au détriment de l'état de droit et des libertés constitutionnelles. GPS reste mobilisé aux côtés de son vice-président dans cette épreuve et lui assure son soutien sans faille. Fait à Abidjan, le 23 juin 2024, le cadre restreint de Générations et Peuples solidaires. Voilà, le dernier point de la déclaration de Génération et Peuples solidaires porte sur le harcèlement continu qu'Alassane Dramane Ouattara maintient sur le vice-président du mouvement Génération et Peuples solidaires, notre frère, ami et camarade, Koné Kamaraté Souleymane, l'ambassadeur plénipotentiaire que les Ivoiriens appellent encore Soul to Soul. Pourquoi Ouattara maintient-il cette pression sur Soul to Soul? Parce que d'abord, la Côte d'Ivoire pour Alassane Dramane Ouattara est une prison à ciel ouvert pour toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens. Et en particulier, Génération et Peuples solidaires étant une force qui participe à la conscience et à la résistance de la Côte d'Ivoire contre la dictature d'Alassane Ouattara, il importe à celui-ci, croit-il, d'avoir la main en permanence sur le plus haut responsable de notre mouvement présent sur le sol ivoirien, Soul to Soul, dont le charisme est intact et même infiniment croissant dans le cœur des Ivoiriennes et des Ivoiriens du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout comme le modèle de loyauté, de fidélité dans la lutte politique qu'il incarne aux côtés du leader de GPS, Guillaume Kibafori Soro. Mais ce qui est le plus honteux ici, c'est qu'Alassane Ouattara continue à traîner l'État de Côte d'Ivoire dans la gadoue. Parce qu'en fait, les résidences pour lesquelles il a fait condamner injustement Guillaume Kibafori Soro, l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, et pour laquelle il harcèle maintenant son chef de protocole, Koné Kamaraté Souleymane, a été officiellement acquise par l'État de Côte d'Ivoire et mise à la disposition de celui qui était alors Premier ministre. Ce n'est pas une résidence acquise sur fonds propres par le président Guillaume Soro, mais c'est une résidence acquise par l'État de Côte d'Ivoire sur ordre du président Laurent Gbagbo pour la mettre à la disposition du Premier ministre Guillaume Soro. Donc, il ne peut pas y avoir malversation dès lors que la résidence a été légalement, officiellement octroyée par l'État de Côte d'Ivoire à son Premier ministre. Alassane Dramane Ouattara humilie donc l'État de Côte d'Ivoire, car il méprise le principe de la continuité de l'État. Il ne respecte pas la signature du président Laurent Gbagbo. Il ne respecte pas la signature des gouvernements ivoiriens qui l'ont précédé. Il ne respecte pas le principe de la continuité morale de la personne juridique de l'État de Côte d'Ivoire, dont les actes sont réputés identiques, quels que soient ceux qui exercent les fonctions étatiques. Les actes de l'État demeurent les actes de l'État. Et ce n'est pas parce qu'on devient chef de l'État après qu'on effacerait ce qui a été fait au nom de l'État avant. Voilà les leçons de cette déclaration qui, vous le voyez, est l'occasion pour Génération et Peuple solidaire de balayer l'actualité politique ivoirienne, mais également d'indiquer le regard que nous avons sur la situation internationale.